Yop les pilotes et bienvenue dans le paddock pour ce retour en studio des ADP avec comme sujet aujourd'hui la Mazda MX-5. Je sens que ça va me plaire. Nous sommes en 1920 lorsqu'est fondée la Toyo Kogyo Company, prémisse de ce que va devenir Mazda, une société qui, à l'époque, est spécialisée dans la production de bouchons de liège. Ça peut sembler surprenant, mais il faut savoir que dans les années 20, au Japon, le vin est un marché florissant, c'est donc tout naturellement que l'entreprise se lance dans cette aventure. Malheureusement, une dizaine d'années plus tard, le bouchon de liège n'est plus aussi rentable, la société pense à se diversifier et, comme d'autres, va se lancer dans la production de véhicules motorisés. C'est ainsi qu'en 1931, à l'initiative de Jujiro Matsuda, cofondateur de la marque et second président de la société, va naître le tricycle à moteur Mazda Go, qui sera le premier à porter le nom de Mazda dans son modèle. Si vous avez regardé attentivement sur le réservoir de l'appareil, vous aurez remarqué un logo, celui-ci, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de Mitsubishi. L'on notera également l'orthographe de Mazda avec un Z, à la place de l'écrire comme le nom de l'homme. Pourquoi donc? En référence à Ahura Mazda, un ancien dieu perse, dieu de l'harmonie, de l'intelligence, de la sagesse et, dans certaines régions, de bien d'autres choses encore. En 1934, Toyo Kogyo Company devient officiellement Mazda en tant que marque, symbole de paix entre l'Orient et l'Occident, et clin d'œil au passage à l'un des fondateurs de la marque. Le logo, pour sa part, ne conserve que le lettrage, un logo qui va évoluer régulièrement, avec en vrac les trois montagnes et les trois M superposés, symbolisant à la fois les trois montagnes de Hiroshima ainsi que les initiales Mazda Motor Manufacturer. Ils seront suivis par les triangles mystérieux, reprenant sous une forme très géométrique le Mazda écrit en japonais, ou encore ce fameux M prolongé entouré dans un cercle, qui sera repris par de nombreux groupes et de nombreux clubs de fans, dont Miata Nation Belgium. À partir de 1975, le logo va évoluer plus lentement, d'abord avec un nouveau lettrage, beaucoup plus moderne, un lettrage que l'on connaît encore aujourd'hui, puis en 1991 avec l'apparition d'un ovale entourant un losange sur pointe. Un losange sur pointe. Nul doute que vous aurez vous aussi compris où est-ce que ça pose un petit problème. De plus en plus de gens commencent à confondre les Mazda et les Renault. Oh merde! Oh c'est con ça! Le logo sera donc revu dès 1992 avec un losange qui laissera place à ceci. C'est plus arrondi, c'est je trouve assez réussi et en plus ça ressemble à un moteur rotatif. Tiens donc. Depuis 1997, on retrouve ce logo qui a très peu évolué jusqu'à aujourd'hui, un logo qui est très stylé et dont les ailes représentent l'oiseau qui prend son envol et donc la croissance économique de l'entreprise. De vrais poètes ces japonais. Revenons aux voitures. Si le premier véhicule de la marque, le Mazda Go, était un tricycle, il faudra attendre 1960 pour voir arriver le premier véhicule à 4 roues, la R360. Encouragée par les plans de relance économique du gouvernement japonais, l'idée est de motoriser le peuple japonais, elle sera donc équipée d'un petit 360 cm3 comme son nom l'indique. Mais celle qui fera connaître la marque à l'international, ce sera en 1967, cette Cosmo Sport 110S, et son fameux moteur rotatif. Bien sûr, l'histoire de Mazda est très riche, de nombreux modèles mériteraient d'être dans cette vidéo, mais si je m'attarde sur chacun d'entre eux, cet ADP va se terminer le mois prochain. Nous allons donc nous concentrer sur un autre modèle phare, escamotable, de la marque. Certains lui donnent un prénom qui est toujours la réponse, d'autres la nomment en décrivant juste son style de carrosserie, mais nous, on l'appelle Mazda Experiment Project No. 5, ou MX-5, c'est plus court. Si pour beaucoup l'histoire de la MX-5 débute au salon de Chicago 1989 où elle est officiellement présentée au public, il faut en fait remonter 10 ans plus tôt pour comprendre comment Mazda s'est lancé dans l'aventure. Avril 1979, QG de Mazda, Hiroshima, Japon. Bob Hall, journaliste automobile pour le magazine Motor Trend aux États-Unis et correspondant sur LA pour le magazine japonais Motor Fan, s'entretient avec Kenichi Yamamoto, responsable recherche et développement de Mazda. La discussion tourne évidemment autour du monde automobile et Yamamoto-san interroge Bob Hall et lui demande « Selon toi, quel modèle penses-tu que Mazda devrait produire ?» Il faut savoir que la famille de Bob Hall est une famille de bagnolards. Son père ramène régulièrement des petites autos sympathiques à la maison, MG Triumph Austin Healey, ou à l'occasion des Alfa Romeo Speeder. En 79, les temps sont durs pour ce type de voiture qui, peu à peu, quittent le catalogue de leurs constructeurs respectifs, qui préfèrent capitaliser sur des modèles rentables, généralement des petites berlines. Bob Hall commence à esquisser tout en expliquant à Yamamoto
Ce qu'il manque à l'automobile moderne, c'est un petit modèle sportif, fun mais abordable. Pas besoin d'un gros moteur si la caisse est légère, et pour réduire les coûts, on peut piocher dans la banque d'organes du constructeur. Et pour le côté fun, pourquoi pas un cabriolet? Si tu as la possibilité d'en tester un, vas-y, tu verras, toi aussi, tu voudras un cabriolet dans ta gamme. Offline Go Go! Avance rapide jusqu'en 1983. La gamme est alors composée de modèles dits inline, un cœur de gamme assez basique, très cohérent. Les 4 modèles étant la compacte Familia, nommée 323 à l'export, la berline Capella, le fourgon Bongo également disponible en version familiale et, pour l'image et l'aspect un peu sportif, la RX-7 qu'on ne présente plus. Ces différents modèles se vendent bien, mais Mazda a un objectif, prendre des parts de marché à la concurrence. Et pour ça, un moyen assez efficace d'y parvenir est d'élargir la gamme, quitte à s'élargir dans des niches. Mazda lance alors le Project OGG, Offline Go Go. Offline désignant donc des modèles un petit peu en dehors de la gamme traditionnelle, alors que le Go Go, littéralement 5-5 en japonais, signifie que ces modèles devront atteindre un minimum de 55% de chances de plaire au public et donc de réaliser des chiffres de vente corrects. Objectif de ce Go Go, être créatif mais rester réaliste quant à une mise en production future. 3 axes furent ainsi définis pour ce projet OGG, une petite Keiji Dosha, un monospace familial et éventuellement une petite sportive en dessous de la RX-7. Ces 3 modèles expérimentaux aboutiront plus tard à la Carole, le MPV et donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, la MX-5. Bob Hall n'est alors plus journaliste, ses connaissances de la langue japonaise lui ont ouvert des portes et aujourd'hui c'est chez MANA qu'il travaille, Mazda North America. De son côté, Yamamoto-san a également pris du galon, il n'est plus responsable recherche et développement du constructeur, mais il est devenu président. C'est donc tout naturellement que les deux hommes se croisent, Yamamoto-san reconnaît Bob Hall et la discussion s'engage sur ses souvenirs de 1979 et si était venu le moment de créer cette décapotable dont Bob Hall rêvait. De façon à définir le meilleur choix possible pour ce projet MX-5, 3 studios seront mis en concurrence. C'est ainsi que la centrale de Hiroshima va travailler sur un concept car FF, traction à moteur avant, alors qu'à Tokyo, on se penchera sur la possibilité d'un châssis MR, propulsion à moteur central arrière. Le studio américain, de son côté, celui où se trouve Bob Hall, on le rappelle, se verra attribuer l'architecture FR, moteur avant, roue arrière motrice. Pourquoi créer 3 prototypes alors que ça prend de l'argent, ça prend beaucoup de temps et qu'au final on sait qu'un seul des 3 va aboutir? C'est simple, ces 3 philosophies ont de gros arguments et font sens. Reprenons depuis le début. Pour proposer le modèle le plus abordable possible et pouvoir partir d'un modèle existant dès le départ, prendre une 323, découper ce qu'il y a en trop et en faire une décapotable, l'architecture FF est clairement la plus simple. La solution la plus économique est donc celle proposée par Hiroshima. Si c'est économiquement la meilleure solution, le prix à payer ne sera pas économique, mais dynamique. Mazda le comprend très vite et par conséquent, ce premier projet capote. Je trouve que pour une décapotable, que le projet capote, c'était un jeu de mots bien choisi. La proposition Tokyoïde gomme totalement les défauts de celle de Hiroshima. La conception MR offre un comportement dynamique au top. Néanmoins, Mazda tient absolument à offrir un prix plancher pour ce modèle et par conséquent, reste l'option développée par les Américains, moteur avant, roue arrière motrice. Le personnel du constructeur étant déjà très occupé sur d'autres projets, la réalisation du premier prototype roulant de la MX-5 sera confiée à IAD, International Automotive Design, société basée en Angleterre, sous la supervision d'une partie des équipes américaines. Et l'on comprend maintenant pourquoi les Anglais sont aussi amoureux de la MX-5. Le premier prototype vient de chez eux. Techniquement, il s'agira d'un châssis de RX-7, subtilement modifié, accueillant sous son capot un moteur de Familia. La carrosserie rouge à capote noire fut testée en Californie, dans les rues de Santa Barbara. Ne restait plus que la lourde tâche de parvenir à rendre ce prototype unique, apte à une production en grande série. Un 3e homme entre alors dans la danse, Toshihiro Hirai sera nommé responsable du projet en 1986 et demandera à ses équipes de ne faire aucun compromis pour ce projet. Objectif: Jinba Itai. Le mot d'ordre sera alors Jinba Itai. L'harmonie parfaite entre le cavalier et sa monture. Ramené au milieu de l'automobile, ça signifie que la Mazda MX-5 devra être comme le prolongement des bras et des jambes de son conducteur. Pour ce faire, les ingrédients seront simples, la MX-5 devra être légère, avoir une répartition des masses la plus neutre possible,
un centre de gravité bas, un moteur le plus possible reculé, une suspension efficace à double triangulation et une capote souple manuelle. Printemps 1987, Los Angeles, California. Après quelques mois de travail, un nouveau prototype est réalisé, reprenant les traits quasiment définitifs du modèle final, et il sera envoyé sur Los Angeles. 245 personnes seront invitées à voir le prototype et à donner leur avis sur ce dernier afin d'évaluer leur réaction et de définir le prix de base et les options qu'on va pouvoir apporter à ce prototype. Les résultats sont unanimes encore une fois, le concept MX5 plaît beaucoup et plusieurs de ces 245 participants sont déjà impatients de pouvoir se rendre en concession pour acheter le leur. Avec ces nouveaux retours plus que positifs, les derniers doutes de la maison mère s'envolent, Mazda donne le feu vert à la production du projet MX5 et pour accélérer cette mise en production, la conception est gelée. Vraiment gelée ? Pas tout à fait. Bob Hall est un petit coquinou et il y a une petite chose qui le gêne sur ce dernier prototype. En effet, selon lui, l'ouverture de la grille calandre est un peu trop refermée et le design gagnerait à ouvrir un peu plus la calandre. Sans rien dire à personne, Bob ressort quelques outils, modifie légèrement la grille calandre pour lui donner cette forme de sourire, offrant au passage l'ultime signature visuelle qui fera craquer les fans. Et quand, dans les jours qui suivent, les équipes vont venir scanner le prototype, ils vont donc scanner cette nouvelle calandre légèrement agrandie par Bob Hall en Tsum Tsum, et c'est cette calandre agrandie qui va rentrer en production pour les modèles définitifs. Ce modèle définitif, vous le connaissez, il est apparu pour la première fois au salon de Chicago en 1989, et les premières livraisons du modèle arriveront en fin de la même année, d'abord au Japon sous l'appellation de Yunos Roadster, puis en Amérique où elle sera nommée MX5 Miata. Il faudra attendre 1990 pour que le modèle arrive en Europe. Pendant 9 ans, elle sera déclinée en de nombreuses séries spéciales. En 1994, pour la moitié de vie du modèle, quelques améliorations lui seront apportées. Le plus gros changement, le 1,6 litre est modifié pour redescendre à seulement 90 chevaux. La raison, ne pas cannibaliser les ventes du nouveau moteur qui rejoint la gamme, un 1,8 litre de 130 chevaux, et amenant avec lui un différentiel à glissement limité sur l'essieu arrière. En 1998, Zinedine Zidane offre... Non, pardon, c'est pas la bonne page. En 1998, la NA laisse place à la NB, deuxième génération de roadster, reprenant presque trait pour trait le modèle original de 1989, mais perdant l'un des éléments les plus identifiables de ce dernier. Les phares escamotables sont en effet un souvenir du passé dorénavant. Les fans sont tristes, mais la raison est une nouvelle fois d'ordre sécuritaire. Ces derniers s'apprêtent à être interdits sur les véhicules neufs et Mazda prend donc les devants en installant directement des phares fixes sur sa deuxième génération. Dès 2001, la NB se refait une beauté. C'est de toute beauté. Elle sera appelée NBFL par les fans. Les boucliers plus enveloppants et les nouveaux feux lui donnent un aspect plus sportif. Le système de calage variable des soupapes d'admission est revu pour améliorer les performances. Comme pour la NA, de nombreuses versions spéciales verront le jour. Laissez-moi m'attarder sur celle qui est probablement la plus marquante avec ses seulement 179 exemplaires. En 2003, en fin de vie de la NB, Mazda propose en effet la Mazda Roadster Coupé. Uniquement disponible sur le marché japonais, plusieurs variantes seront proposées, reprenant les 1600 et 1800 avec une face identique à la version normale Roadster de la voiture, mais également la type E, faisant un hommage un peu particulier à la Jaguar du même nom. Évidemment, comme à peu près à chaque fois, cette série spéciale sera limitée au marché japonais, et c'est sûrement pour ça qu'ils n'en ont pas vendu plus. L'autre raison de son tirage très limité, c'est qu'en 2005, la troisième génération de Mazda MX5, nommée NC, arrive sur le marché. L'accueil sera particulièrement chaleureux, en particulier au Japon, puisque dès sa première année de production, elle recevra le titre de voiture de l'année sur le marché japonais. Quand on pense que chez nous, le titre européen de la voiture de l'année est la plupart du temps rendu à des petites citadines ou des SUV, ça donne envie d'aller vivre au Japon. Son design, tout en rondeur, n'est pas sans rappeler une certaine RX-8, et c'est encore plus flagrant sur les dernières versions de ces deux modèles, et la parenté ne s'arrête pas là, puisque, comme pour les premiers prototypes de la NA, cette NC se sert allègrement dans le stock de pièces de sa grande sœur. Si le Renesis, dernière version du moteur rotatif, reste exclusif à la RX-8, la NC reprend de sa grande sœur des éléments de châssis, de train roulant, la boîte de vitesse ainsi que quelques pièces d'intérieur et quelques pièces techniques sous le capot. Après tout, ces pièces existent, il n'y a donc plus de recherche et développement à faire dessus,
et ce sont des économies comme des autres. Sous le capot, après 15 ans de bons et loyaux services, le 1600 et le 1800 sont abandonnés au profit de deux nouveaux blocs d'origine Ford. Le géant américain possède en effet des parts du constructeur à l'époque et fournit les moteurs sur la quasi-totalité de la gamme. C'est donc tout naturellement qu'à la place du 1600, on retrouve en entrée de gamme un nouveau 1800 Duratec de 126 chevaux, alors que de son côté, l'ancien 1800 laisse place à un 2 litres Duratec de 160 chevaux. La grande nouveauté de cette génération est l'apparition d'une seconde variante de carrosserie. Dès 2006, un coupé cabriolet à toit rigide escamotable en 12 secondes est proposée. Elle s'appellera Power Retractable Hardtop au Japon et aux États-Unis et MX5 Roadster Coupé en Europe, sans doute un clin d'œil à la Roadster Coupé NB. L'ensemble du système est mis au point par Webasto, construit en polycarbonate et pèse seulement 36 kg de plus que la capote en toile. En 2008, la NC subit un facelift, le style toujours très arrondi et modernisé. Elle sera initialement surnommée NCFL par la communauté, mais en 2013, lorsqu'un second facelift apparaît, très proche du style précédent au demeurant, les NC seront une nouvelle fois renommés par facilité par la communauté. C'est ainsi que la version initiale sera finalement appelée NC1, le lifting de 2008 NC2 et celui de 2013 NC3. Après 2 facelifts et 10 ans de vie sur le marché, la NC arrive en fin de vie. Malheureusement pour la MX5, les temps sont une nouvelle fois difficiles pour les cabriolets. En dehors des marques premium, souvent allemandes, la rentabilité de ce type de carrosserie n'est plus assurée. Alors que Mazda pense sérieusement à stopper l'aventure MX5, un nouvel acteur tente un rapprochement avec le constructeur japonais FCA. Nouveau groupe automobile créé de la fusion des anciens groupes Fiat Auto SPA et Chrysler, Fiat Chrysler Automobile, propriétaire de la marque Alfa Romeo, souhaite relancer durablement la marque italienne. Dernière née de la lignée, la ND apparaît en 2015 avec une volonté forte de retour aux sources. En effet, sentant l'arrivée d'une concurrence de plus en plus premium, la NC était devenue un petit peu lourde. Pour la ND, comme d'ailleurs pour le reste de la gamme Mazda de l'époque, le constructeur part à la chasse au kilo, objectif une version de base restant sous la tonne. Et petite comparaison, cette Fiat 500 pèse plus d'une tonne. Visuellement, les arrondis de la NC laissent place à un style plus affirmé. Mazda s'étant émancipé de Ford, 2 nouveaux moteurs arrivent sous le capot. Au sommet de la gamme, un nouveau 2 litres de 160 chevaux, toujours avec un pont à glissement limité. Et en dessous, pour remplacer le 1800 Duratec, un nouveau moteur minuscule, 1,5 litre issu des Mazda Demio et Axela, boosté à un incroyable 131 chevaux sans l'aide d'un turbo. Les deux moulins estampillés Skyactiv G offrent suffisamment de performance pour s'amuser tant sur route que sur piste, tout en permettant, lorsqu'on a le pied un peu plus léger, de faire fortement descendre la consommation. Une voiture dans l'air du temps, bien aidée par son poids sous la tonne grâce à une carrosserie majoritairement en aluminium. Si le toit rigide escamotable n'est pas repris sur cette 4e génération, une nouvelle carrosserie exclusive est proposée, le Retractable Fastback, très inspiré des carrosseries Targa de Chevrolet ou de Porsche. Avec une règle spécifique à cette version, la RF ne dépassera pas 10% de la production totale de ND. Petite sœur jumelle de la ND, l'Alfa Romeo Speeder sera malheureusement de son côté tué dans l'œuf, mais par chance, le chèque promis arrivera bien sur le compte de Mazda et sera réattribué à un autre projet sous la forme des Fiat 124 Speeder et Abarth 124 Speeder. Basés sur la même plateforme que la MX5 ND, les deux italiennes seront assemblées sur les lignes de production de la MX5 à Hiroshima. On retrouve ainsi une cellule centrale identique pour ces 4 modèles, les italiennes se démarquant néanmoins visuellement. Abarth proposera une version spécifique, la 124 GT, qui offrira un hardtop en fibre de carbone, Maxime Carbone, qui est magnifique. Chaque fois que vous mettez du carbone quelque part, ça embellit les choses. Maxime Carbone. Malheureusement pour les fans, ce hardtop, totalement compatible avec la MX5, ne sera pas vendu en pièces détachées. C'est bien triste parce que celui-là, il est quand même vachement joli. Mécaniquement par contre, 2 salles, 2 ambiances. Si du côté japonais, les 2 moteurs seront atmosphériques, Fiat enverra à Hiroshima des containers entiers de Crate Engine pour motoriser ses modèles. Le 1400 T-Jet développera 140 puis 160 chevaux sous le capot des Fiat et 170 pour les versions Abarth. Mais envoyer des moteurs au Japon puis rapatrier les voitures complètes en Italie, ça coûte cher, très cher. En 2009, clap de fin pour le duo italien. Mazda continue l'aventure seule et, comme
du lien avec Fiat, la ND évolue. Si visuellement le millésime 2019 évolue peu, en dehors d'une caméra de recul pas très esthétique dans le pare-choc arrière, sous le capot, le 2 litres est retravaillé pour développer 184 poneys. Oui, plus que la Barth. Son optimisation s'est concentrée sur un point, les différents éléments mobiles ont été équilibrés le mieux possible pour lui permettre, comme le petit 1500, d'aller chercher 7000 tours minute. De son côté, le petit 1,5 litre est également retravaillé, mais la version de base étant déjà très optimisée par rapport à sa version initiale, un seul cheval fut gagné, pour un total amené à 132 chevaux. Écoute-moi. Pardon? Oui bon, après on demande pas non plus à Enzo Ferrari de faire des miracles quand il fait évoluer un de ses modèles, donc voilà, t'as déjà un truc qui est très optimisé de base, c'était presque difficile d'avoir un cheval de plus. Comme ses aïeuls, la ND connaît régulièrement des séries spéciales, offrant des finitions exclusives, des packs d'options et parfois des coloris exclusifs, comme cette 30e anniversaire orange. Mais le plus important, c'est que l'avenir semble assuré. La seule inconnue actuellement, la NE sera-t-elle électrique, thermique ou hybride? Entre les normes de plus en plus strictes et l'ADN du modèle, peut-être que pour la première fois de son histoire, cette 5e génération va devoir faire des compromis. Pour la 5e génération, le code châssis attendu serait en plus NE. Et si ce E pouvait justement prendre une double signification avec l'arrivée de modèles électriques, Tesla a prouvé qu'un petit roadster électrique ça peut être cool, ça peut être performant, tout en étant relativement léger. Si les pistes thermiques et électriques ont toutes les deux été invoquées par Mazda, la balance semble actuellement plutôt pencher pour le 100% thermique. C'est pourquoi, personnellement, je pars plutôt confiant sur l'avenir de celle qui, depuis 1989, a convaincu plus d'1 million de personnes, sans compter celles et ceux qui, comme moi, l'ont découvert via le marché de l'occasion, quelle était toujours la réponse. Donc oui, c'est sûr, nous avons encore de très belles histoires à vivre avec Mia, Tia et toutes leurs copines.